Pendant des décennies, on a accusé le cholestérol d'être l'ennemi public numéro un du cœur. Mais et si c'était plus subtil que ça? Dans cette première vidéo sur le cœur, on va explorer comment on en est arrivé là et pourquoi, selon moi, il s'agit d'une conclusion hâtive. Pour rappel, je ne suis pas médecin, donc si vous avez le moindre doute, je vous invite à consulter votre professionnel de santé qualifié. Je ne fais ici que partager mon raisonnement. Commençons par le commencement. C'est quoi le cholestérol? C'est une molécule grasse fabriquée en majorité par le foie. Elle est essentielle pour la structure des membranes cellulaires, pour la synthèse des hormones stéroïdiennes comme la testostérone, les œstrogènes, le cortisol, et aussi en tant que précurseur de la vitamine D et de la bile. Donc en d'autres termes, on ne peut pas vivre sans cholestérol. Le cholestérol ne peut pas voyager dans le sang seul. Il a besoin de véhicules qu'on appelle des lipoprotéines. Ce sont les choses qui apparaissent sur les prises de sang, comme le HDL qui signifie High Density Lipoprotein en anglais, qu'on surnomme le bon cholestérol et dont le rôle est de ramener le cholestérol vers le foie. Puis on a le LDL pour Low Density Lipoprotein, qu'on surnomme le mauvais cholestérol, dont le rôle est de transporter le cholestérol du foie vers les tissus. Fondamentalement, ces transporteurs ne sont ni gentils ni méchants, ils ont un rôle à jouer. Quand on dit que le cholestérol est mauvais pour le cœur, on dit deux choses. D'une part qu'il y a des plaques d'athérome, donc c'est-à-dire les plaques qui bougent les artères, et d'autre part que ces plaques sont constituées de LDL spécifiquement. Si on fait un pas en arrière et qu'on observe ce qu'il se passe, on constate que oui, effectivement, il y a bien des plaques d'athérome chez un grand nombre de patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Un excès de plaques est bien ce qui bouche les artères, ce qui, soit dit en passant, était très rare avant la Première Guerre mondiale. Les artères coronaires, donc les artères qui alimentent directement le cœur, sont particulièrement susceptibles à l'athérosclérose, car elles subissent un flux sanguin qui est pulsatile et turbulent. Et ça, c'est dû à la pression élevée de l'environnement, à la variation entre la systole et la diastole, donc les contractions du cœur, et aussi leur architecture pleine de bifurcations. Et tout ça, ça crée les conditions parfaites pour causer plus de dégâts à l'endothélium, donc la paroi de ces artères coronaires. Et c'est ces dégâts à l'endothélium qui rendent ces artères plus susceptibles aux plaques. Et là, on touche déjà quelque chose de crucial avant même de parler de cholestérol, à savoir, est-ce que c'est les plaques d'athérome qui sont le problème, ou bien est-ce le fait que les vaisseaux sanguins sont endommagés? En guise d'analogie, s'il y a tellement de pompiers dans une ville que ça crée des bouchons, est-ce que c'est la faute des pompiers ou de l'incendie hors de contrôle? Si on fait encore un pas en arrière et qu'on observe ce qu'il se passe si je me coupe, on va constater une coagulation du sang localisée pour éviter que je perde mon sang. C'est tout à fait naturel, c'est une question de survie. Le temps que cette coupure guérisse et cicatrise, cette coagulation va jouer un rôle essentiel, puis va partir d'elle-même. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais petit et que je me faisais bobo, j'avais tendance à vouloir enlever la croûte avant que le corps ait fini de cicatriser. Si pour une raison ou pour une autre mes plaies guérissent lentement, alors naturellement cette coagulation va perdurer. Maintenant, imaginons que je rouvre la plaie constamment. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe que la coagulation va progresser, va prendre de l'ampleur, et que la cicatrisation va prendre plus de temps. C'est précisément ce qu'il se passe à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. Il y a une micro-coupure au niveau de leur paroi, qu'on appelle à nouveau l'endothélium, et donc il y a un besoin de colmater ça pour éviter un saignement interne. Donc la plaque fait office ici de cicatrice interne. L'athérosclérose, donc le fait qu'il y ait tellement de plaques que ça vient boucher les artères, surgit quand cette agression de l'endothélium est chronique, comme si je rouvrais la plaie en permanence. Et cela explique pourquoi les problèmes métaboliques, comme le diabète ou la résistance à l'insuline, augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, car ils viennent freiner ou ralentir la capacité de guérison du corps, et donc font perdurer le besoin de coagulation. Ça explique aussi pourquoi le stress joue un rôle important dans les risques de maladies cardiovasculaires. Car le cerveau pense que si on est stressé, on est poursuivi par un lion, un petit peu comme nos ancêtres, et donc on risque de se blesser. Pour anticiper le pire, il va augmenter le taux de facteurs coagulants dans le sang au cas où on saigne, pour éviter qu'on perde tout notre sang. Et donc ça va encourager la formation de plaques d'athérome. Le problème aujourd'hui est qu'on est stressé de manière chronique sans réelle menace physique dans la majorité des cas. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux le mécanisme derrière la formation des plaques, comment en est-on arrivé à la conclusion que le cholestérol est mauvais? Ça s'est fait à travers une étude épidémiologique d'un monsieur appelé
Ansel Keys. Pour information, une étude épidémiologique se contente d'observer des associations au sein de la population. Elle ne prouve pas la cause, donc ces résultats sont toujours à prendre avec des pincettes. En 1953, Ansel Keys a d'abord publié une analyse statistique de 22 pays montrant une corrélation entre la consommation de graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. Puis il a lancé la fameuse Seven Country Study en 1958, une étude de cohorte dans 7 pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces pays n'étaient pas choisis au hasard, donc le risque de biais était réel. C'est un point important à garder à l'esprit, car il y a parfois des conflits d'intérêts et il existe de nombreuses façons de manipuler les résultats d'une étude scientifique. On peut sélectionner quelles données sont prises en compte, on peut jouer avec les statistiques en parlant de différences relatives plutôt qu'absolues, et j'en passe. Et c'est ensuite la presse qui va populariser le résultat d'une étude en une phrase pour faire sensation, et c'est ça qu'on retient. Et la conclusion des études d'Ansel Keys est que le LDL bouche les artères. Mais pas si vite. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quelles sont les habitudes de vie des personnes ayant tendance à consommer moins de graisses saturées. Est-ce que ces personnes font plus de sport? Est-ce que ces personnes font de la méditation? Est-ce que ces personnes fument moins? Et aussi, est-ce que la source de graisses saturées est de bonne qualité? Car si par exemple il s'agit de burgers, peut-être que ce n'est pas les graisses saturées, mais tout ce qui vient avec le repas. Et tout ça, c'est des questions qui n'ont pas de réponse dans le cas d'une étude épidémiologique. D'autant plus que si on regarde ce que consommaient nos ancêtres, il y avait régulièrement des graisses saturées. Aujourd'hui, toute l'industrie visant à réduire le cholestérol est basée sur cette conclusion, des huiles végétales aux statines en passant par la réduction des graisses animales dans notre alimentation. Mais il y a au moins 2 problèmes avec cette conclusion. Déjà, certaines personnes sont atteintes de maladies cardiovasculaires avec un taux de LDL bas. Donc juste ce fait devrait nous faire ralentir et réfléchir. Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui rentrent en jeu? Deuxièmement, il faut selon moi pousser le raisonnement un peu plus loin. D'une part, pourquoi est-ce que les niveaux de LDL sont élevés? Donc on veut connaître la cause. Et d'autre part, pourquoi est-ce que le corps a envie de former des plaques? Car que ces plaques soient faites de LDL ou non, ce qui est sujet à débat, on veut surtout savoir pourquoi elles se forment. J'y ai fait allusion un peu plus tôt, si les vaisseaux sanguins ne sont pas endommagés, alors le corps n'a aucune raison de former des plaques. Et si les vaisseaux sanguins sont endommagés, mais que le corps a une santé métabolique optimale, ce qui n'est pas le cas en cas de diabète ou de résistance à l'insuline, alors les dégâts cicatrisent vite et les plaques n'ont pas le temps de boucher les artères. On parlera de tout ça plus en détail dans la partie 2, mais ce qu'il faut retenir selon moi est que accuser uniquement le cholestérol est une conclusion hâtive. La dernière chose que je souhaiterais mentionner est qu'on a tendance à vouloir identifier une cause unique derrière une pathologie. Et l'avantage est que si on y parvient, on peut gagner gros en vendant la solution à cette cause unique. Ce qui compte, c'est l'état global du corps, pas un simple chiffre. C'est toujours multifactoriel et c'est valable pour tous les problèmes de santé, selon moi. Conclusion, le cholestérol est indispensable à la santé. Mais ce qu'on veut éviter, c'est la formation des plaques au point d'avoir les artères bouchées. Pour cela, on veut comprendre pourquoi le corps décide de former des plaques et pas juste s'acharner sur le cholestérol, sachant que réduire le cholestérol par voie médicamenteuse vient avec son lot d'effets secondaires, car le cholestérol est littéralement omniprésent dans le corps. À nouveau, je ne suis pas médecin, je ne fais que partager mon avis. Ça ne veut pas dire qu'un excès chronique de LDL est bénéfique, mais ça veut dire qu'il faut creuser plus loin. La formation de plaques vient de l'inflammation souvent chronique de la paroi des vaisseaux sanguins, de l'endothélium. Pourquoi est-elle chronique? Parce que la capacité de guérison du corps est amoindrie et ou la source de l'inflammation est constante. C'est ce dont on parlera dans la deuxième partie. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès dans le monde, donc je pense qu'il est intéressant de poursuivre cette discussion.